Une femme a mystérieusement disparu de sa propre maison et ses amis ont décidé de se rendre à la police. Au début, on aurait dit qu'elle était partie quelque part par elle-même, mais à chaque nouvelle piste, l'affaire devenait de plus en plus effrayante. Finalement, les enquêteurs ont pu découvrir le mystère et la vérité s'est révélée assez terrifiante. Mindy Schloss est née en 1955 à New York. À l'âge de 25 ans, elle a déménagé en Alaska, où elle a obtenu son diplôme d'une université médicale locale. La femme a obtenu un diplôme en psychiatrie et a trouvé un emploi d'infirmière à l'hôpital de Fairbanks, bien qu'elle ait passé la majeure partie de son temps à travailler sur le terrain. De nombreuses personnes vivant dans des régions isolées de l'Alaska n'étaient pas en mesure de se rendre à l'hôpital par elles-mêmes, alors Mindy et ses collègues utilisaient toutes sortes de transports, y compris des bateaux et des avions, pour les rejoindre. Elle aimait son travail et le prenait très au sérieux. Mindy vivait à environ 600 km de l'hôpital à Anchorage. Elle prenait un avion pour aller travailler et séjournait dans un hôtel en semaine, rentrant chez elle le week-end. Nous étions en août 2007. Mindy, qui avait alors 52 ans, était rentrée à Anchorage pour le week-end et devait bientôt reprendre l'avion pour retourner travailler. Pendant son absence, elle demandait toujours à son meilleur ami, Jerry, de passer chez elle pour nourrir son chat et lui donner les médicaments dont il avait besoin. Le samedi 4 août, son ami l'a appelé pour discuter de la question, mais Mindy n'a jamais décroché le téléphone. Elle n'avait toujours pas réussi à la joindre de toute la journée, et c'était étrange. Jerry a donc contacté leur ami commun, mais celui-ci n'avait pas non plus appelé Mindy ce jour-là. Au début, Jerry pensait que Mindy était partie quelque part pour affaires, mais elle n'a pas non plus répondu à son téléphone le lendemain. Son ami a alors décidé de se rendre chez elle. Personne n'a répondu à la porte et Jerry a utilisé sa clé de rechange. À première vue, tout semblait normal, la maison était en ordre, il n'y avait aucun signe de lutte ou d'autres preuves qu'il était arrivé quelque chose de grave à Mindy. Ce n'est qu'en sortant que Jerry a remarqué quelque chose d'étrange. La poignée de la porte d'entrée était lâche, et la femme a décidé de resserrer les vis avec un tournevis. Après cela, elle est partie travailler sans savoir où son ami avait disparu. Le lundi 6 août, Jerry a appelé l'hôpital où Mindy travaillait. À sa grande surprise, la femme ne s'était pas présentée au travail, ce qui était totalement contraire à son habitude. Elle n'avait non plus contacté aucun de ses collègues pour les informer de son absence. Tout cela indiquait que quelque chose aurait pu arriver à la femme et Jerry a décidé de contacter la police. Le département de police a enregistré un rapport de personnes disparues et Jerry et le détective sont retournés chez Mindy. Aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Rien de valeur n'avait non plus disparu de la maison. Cela écartait la possibilité qu'un cambrioleur se soit introduit chez la femme. De plus, Mindy avait chez elle des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale. Tout cambrioleur aurait probablement pris ces médicaments, car ils étaient demandés par des personnes dépendantes aux drogues. En entrant dans le garage, ils ont découvert que la voiture de Mindy avait disparu. C'était également très étrange, la femme prenait toujours un taxi pour se rendre à l'aéroport et n'utilisait sa voiture que pour se déplacer en ville. La police en a conclu que quelque chose de vraiment grave était arrivé à la femme. Une équipe médico-légale a examiné la maison pour trouver des indices, mais cela n'a rien donné de concluant. À l'époque, la théorie de l'enlèvement était peu probable. La police pensait que Mindy avait probablement eu un accident. Elle se rendait souvent à la campagne, et le terrain dans ces régions était assez dangereux. Les gens pouvaient être victimes d'animaux sauvages ou simplement tomber accidentellement d'une falaise. Mais cette théorie n'a pas rapproché la police de la résolution de l'affaire, et ils ont décidé de commencer à rechercher des suspects qui, en théorie, auraient pu être impliqués dans sa disparition. La première chose qu'ils ont faite était de vérifier Bob, l'ami commun de Mindy et Jerry. L'homme était désireux de coopérer avec l'enquête, et les détectives ont rapidement déterminé que le jour de la disparition de la femme, il était au travail, à plusieurs kilomètres de chez elle. Quant à l'heure exacte de la disparition de Mindy, la police n'avait pas de réponse claire. La femme n'avait pas été en contact depuis samedi. Après avoir examiné son ordinateur, les experts ont déterminé qu'elle l'avait utilisé pour la dernière fois à 1h30 du matin le même jour. Sans piste solide, la police a décidé de faire appel à l'aide du public. Ils ont affiché des tracts en ville avec des informations sur la femme disparue et ont distribué ces informations aux stations de télévision locales. Le même jour, ils ont commencé à recevoir des appels de témoins, mais la plupart des pistes ne menaient nulle part. Les gens prétendaient avoir vu Mindy à différents endroits, voire dans d'autres États. Aucune de ces pistes n'a été utile. Pendant ce temps, Bob et ses collègues ont décidé de fouiller la région où Mindy aurait pu se rendre. Elle se rendait souvent à la campagne pour cueillir des bails ou simplement se promener. Malheureusement, cette recherche n'a donné aucun résultat.
Les détectives ont décidé de suivre une autre voie et ont contacté la banque que fréquentait la femme. Ils leur ont demandé de vérifier s'il y avait eu une activité sur ces cartes ces derniers jours, et c'est là qu'une piste sérieuse les attendait enfin. Tôt le dimanche matin, le lendemain de la disparition de Mindy, quelqu'un avait retiré $500 de sa carte de débit, soit le montant maximum autorisé pour un retrait sur une période de 24 heures. La police a immédiatement obtenu les images de vidéosurveillance du distributeur automatique de billets de la banque, et elles montraient une scène troublante. Il s'est avéré que l'argent avait été retiré par un homme inconnu. Son visage était couvert d'un bandana, ce qui rendait son identification impossible. Il a abaissé le bandana seulement après avoir quitté le champ de vision de la caméra. Par conséquent, la police n'avait d'autre choix que d'attendre que l'homme essaie d'utiliser une autre carte. Entre-temps, les détectives ont reçu un autre tuyau. Ils ont appris des collègues de Mindy que la femme prévoyait de rénover sa maison et avait engagé des ouvriers. À un moment donné, elle avait eu un conflit avec leur superviseur concernant le coût des travaux. Mindy a ensuite admis à ses collègues qu'elle avait peur de lui car il se comportait étrangement lors de ses visites à son domicile. La police a vérifié cet homme, mais il avait un alibi pour le jour de la disparition de la femme. Ils ont également interrogé un autre ouvrier qui était venu chez elle le vendredi, vers 19 h. L'homme n'était également pas impliqué et il ne se souvenait de rien de suspect cette nuit-là. Il n'a pas fallu longtemps avant que les détectives n'aient une nouvelle piste. La sécurité de la banque a signalé que la carte de Mindy avait été débitée à nouveau de $500 tôt le matin, mais cette fois à partir d'un autre distributeur automatique de billets. Après avoir étudié les images de vidéosurveillance, la police a immédiatement réalisé qu'il s'agissait du même homme que la première fois, mais il y avait quelque chose d'étrange sur la vidéo. L'homme a retiré l'argent et est parti, mais il est revenu au distributeur quelques secondes plus tard. Il a tourné autour pendant un moment, a appuyé sur des boutons, puis est finalement reparti. Après avoir contacté la banque, les détectives ont découvert la raison de ce comportement étrange. La personne inconnue a oublié de reprendre la carte, et le distributeur automatique la récupère pour éviter le vol. Le véritable propriétaire peut la récupérer en se rendant à la banque avec une pièce d'identité. Bien sûr, ce n'était pas une option pour le criminel, il a donc perdu l'accès au compte de Mindy pour toujours. Cette fois, la police a réussi à trouver un témoin. Il s'est approché du distributeur automatique exactement au moment où un homme non identifié en sortait. Selon le témoin, il est monté sur son vélo et est parti. C'était une piste importante, car la plupart des gens se déplaçaient en voiture ou à pied, mais toutes ces informations n'étaient toujours pas suffisantes pour se rapprocher d'un indice, et les détectives ont décidé d'interroger tout le monde dans le quartier de Mindy. Ils ont demandé aux gens de se souvenir de toute bizarrerie ou de leur indiquer des voisins suspects. À leur grande surprise, de nombreux résidents ont nommé une maison en particulier, juste à côté de celle de Mindy. Selon eux, des fêtes y étaient constamment organisées. Les résidents faisaient toujours du bruit et perturbaient la tranquillité. Les détectives s'y sont rendus et ont découvert qu'un certain nombre de personnes y vivaient, mais elles n'étaient pas disposées à parler à la police. Les détectives se sont ensuite rendus chez une femme qui vivait juste en face de la maison. Elle a dit n'avoir rien vu de suspect, mais son comportement montrait qu'elle était très nerveuse. Le lendemain, la femme a appelé le commissariat de police et a demandé aux détectives de la rencontrer, mais pas chez elle. Ils se sont retrouvés à un autre endroit, et la femme a raconté une histoire effrayante. Peu de temps avant la première visite des détectives, un homme qui vivait en face était passé la voir. Il lui avait dit que la police se promenait dans le quartier et lui avait demandé de ne pas leur dire qu'il vivait ici. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il était en liberté conditionnelle et ne voulait pas que la police connaisse son emplacement. Pendant la nuit, la femme a entendu quelqu'un marcher sur le porche de sa maison. Elle a regardé par la fenêtre et a vu que c'était le même homme. Il a marché bruyamment, regardé par plusieurs fenêtres, puis est parti. La femme était très effrayée et a décidé de le signaler à la police. Les détectives ont appris qu'il s'appelait Josh Wayne et qu'il avait 27 ans à l'époque. Après l'avoir vérifié dans la base de données, ils ont découvert que l'homme avait été condamné pour meurtre 7 ans plus tôt. À l'époque, il avait été accusé d'avoir battu à mort une femme, mais un jury l'avait acquitté. En conséquence, Josh avait été accusé de falsification de preuves et condamné à 6,5 ans de prison. Après avoir passé 3 ans derrière les barreaux, il avait été libéré plus tôt. Les détectives l'ont immédiatement identifié comme principal suspect. Après avoir parlé à ses colocataires, ils ont découvert que Josh n'avait pas de voiture et se déplaçait principalement à vélo, mais il y avait un problème. Lorsque la police a commencé à le rechercher, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Le jeudi 9 août, la police a soudainement obtenu une autre piste. Un camionneur local les a appelés et leur a dit qu'il avait repéré la voiture de Mindy sur un parking près de l'aéroport.
Il avait vu sa photo dans les journaux et avait immédiatement reconnu la voiture. Les détectives sont arrivés sur place et ont confirmé que la voiture était bien celle de Mindy. Ils ont également remarqué qu'une caméra de surveillance était pointée vers le parking depuis un bâtiment voisin et ont demandé un enregistrement. Celui-ci montrait un homme conduisant cette voiture sur le parking à 12h30 le 4 août, en sortant et en essuyant la poignée de la porte. Apparemment, il essuyait ses empreintes digitales. Malheureusement, la qualité de l'enregistrement ne permettait pas de voir son visage. Les experts en sciences médico-légales ont examiné la voiture à la recherche d'empreintes ou de traces d'ADN et ont pu récupérer certains échantillons. Cependant, cela a pris du temps pour les étudier et il n'y avait aucune garantie qu'ils seraient utiles dans l'affaire. Sur le siège passager se trouvait le sac à main de Mindy, ce qui pourrait indiquer que la femme était dans la voiture avec le criminel, vivante ou morte. Ne parvenant pas à obtenir les résultats souhaités avec les outils d'analyse modernes, les détectives ont décidé d'utiliser des chiens de recherche. Peu de gens croyaient en cette idée, car une semaine s'était écoulée depuis la disparition de Mindy, mais faute d'autres options, ils se sont quand même tournés vers les chiens pisteurs. Le chien de service a été emmené aux distributeurs automatiques d'où l'homme inconnu avait retiré de l'argent, ainsi qu'à la voiture de Mindy. Le chien a suivi la piste et s'est dirigé vers la maison de la femme, située à 3 pâtés de maison de cet endroit. Après avoir reniflé la porte d'entrée, elle est allée directement à la maison même où Josh Wayne avait précédemment vécu. Les détectives, qui jusqu'à récemment ne croyaient pas en l'idée du chien de recherche, étaient choqués. Le chien de service leur indiquait directement que Josh était dans la voiture de Mindy, près de sa maison et près de ses distributeurs automatiques. Le lendemain, la police a répété l'expérience avec un autre chien de recherche. Le résultat était le même, le chien a parcouru toute la distance et s'est arrêté devant la maison de Josh. Bien que cela ne soit pas une preuve incontestable qui fonctionnerait devant un tribunal, les détectives ont décidé de ne pas perdre leur temps et ont obtenu un mandat d'arrêt pour le suspect. Ils sont allés à sa maison, mais l'homme n'était pas là depuis des jours. Après avoir fouillé le bâtiment, ils ont trouvé la même veste que l'homme non identifié portait sur les caméras près des distributeurs automatiques, et dans la poche se trouvait un reçu de retrait en espèces de la carte de Mindy. Ensuite, ils ont découvert une montre en or appartenant à une femme et l'ont immédiatement montrée à Jerry. La femme a confirmé que la montre appartenait à Mindy. Les experts ont pu comparer les échantillons d'ADN trouvés sur le volant de la voiture de Mindy avec des échantillons provenant d'objets de chez lui, et ils correspondaient. Cela indiquait que Josh avait été dans la voiture de la femme disparue. Cette preuve était déjà beaucoup plus sérieuse, et la police était concentrée sur l'arrestation du suspect. Des tracts avec son nom ont été affichés dans toute la ville, et ils ont même loué plusieurs panneaux publicitaires. Selon les détectives, c'était l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de l'Alaska. Pratiquement tous les agents des forces de l'ordre travaillaient sur l'affaire, et les habitants signalaient tout élément suspect. À un moment donné, la police a diffusé des photos de caméras de distributeurs automatiques et a été approchée presque immédiatement par une femme nommée Lisa. Elle a dit qu'elle avait déjà rencontré Josh et était sûre que c'était lui sur la photo. L'important ici est que la police n'a pas donné le nom du principal suspect, mais ce qui a suivi a été un tournant dans l'affaire. Un autre proche de Josh est venu à la police avec un aveu. Pendant la semaine écoulée, elle l'avait aidé à se déplacer en ville en le transportant dans sa voiture. Un jour, il avait laissé son sac à dos sur la banquette arrière, et la jeune femme et sa mère y ont regardé à l'intérieur. Elles y ont trouvé plusieurs autres reçus de distributeurs automatiques, ainsi qu'un téléphone. Dans la galerie, elles ont trouvé une photo où Josh tenait apparemment une arme à la main. Pour la police, ces informations n'ont fait qu'ajouter à l'alarme. Les détectives craignaient déjà que le suspect puisse attaquer quelqu'un d'autre pendant qu'il le cherchait, et grâce à son téléphone, ils ont découvert qu'il était également armé. Les flics ont essayé de convaincre sa petite amie de les aider à attraper Josh. Ils voulaient que la jeune femme prenne un enregistreur avec elle et aille le rencontrer, où ils essaieraient de le faire parler de ce qu'il avait fait à Mindy, mais la jeune femme était trop effrayée et a refusé. Cependant, elle a dû participer contre son gré. Le 2 septembre, Josh est venu chez elle et, de manière agressive, a commencé à exiger son sac à dos. Étant donné que la jeune femme l'avait remis à la police, elle a dû trouver une excuse sur le moment. Se rendant compte qu'elle n'avait pas le sac à dos, Josh lui a demandé de l'emmener quelque part loin d'ici pour se cacher de la police, mais la jeune femme a refusé. À la place, elle lui a proposé de rester chez elle, mais Josh a soupçonné quelque chose d'anormal et est parti. La jeune femme a réalisé qu'elle ne serait pas en sécurité tant que la police n'aurait pas capturé l'homme, alors elle a décidé de le suivre discrètement en voiture, en appelant les détectives en chemin. À un moment donné, Josh est arrivé chez une de ses connaissances et est entré à l'intérieur. À ce moment-là, la police, l'unité d'élite SWAT et le FBI avaient déjà commencé à converger vers les lieux.
Tout le monde craignait que le suspect ne se rende pas sans combat, et ces craintes se sont avérées fondées. Armé, Josh a pris en otage 2 personnes qui se trouvaient dans la maison avec lui. Un avocat a été invité à négocier avec lui, et après plusieurs heures, il a réussi à le convaincre de se rendre. Pendant l'interrogatoire, il a à peine parlé à la police, mais les enquêteurs ne se sont pas pressés de l'accuser du meurtre de Mindy. À ce stade, ils pensaient déjà que la femme était probablement morte, mais sans son corps, il aurait été extrêmement difficile de le prouver, c'est pourquoi Josh n'a été inculpé que de vol de la carte bancaire et de la montre de Mindy. L'agent du FBI a décidé de jouer finement. Il a énuméré les accusations à l'encontre de Josh et celui-ci a affirmé que tout était mensonge. L'enquêteur a ensuite déclaré qu'ils avaient des preuves qu'il était celui qui avait retiré l'argent de la carte de quelqu'un d'autre, et que Mindy elle-même était allée à la police pour signaler le vol de sa carte. En entendant cela, le suspect a souri et a demandé quel jeu ils essayaient de lui faire jouer. À cette réaction, l'agent du FBI a finalement été convaincu que Josh avait tué Mindy, mais la police devait encore trouver son corps pour pouvoir accuser Josh de meurtre. Il devait lutter contre les conditions météorologiques, il neigeait tôt dans cette région et il n'aurait aucune chance de retrouver Mindy si ses restes étaient ensevelis sous la neige. Le 13 septembre, la police a reçu un appel d'un électricien travaillant près de la ville de Wasilla, à une centaine de kilomètres d'Anchorage. Il a repéré le corps d'une femme dans une zone boisée et a immédiatement pensé que c'était Mindy, ce qui a été confirmé par les experts du laboratoire. La défunte était bien Mindy Schloss. L'examen médical a révélé que la femme avait été abattue d'une balle dans la nuque et que ses restes avaient été incinérés. Après la récupération de la balle, il a été déterminé qu'elle avait été tirée avec l'arme même avec laquelle Josh avait été appréhendé. Tout ce que la police devait faire maintenant était de reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de Mindy. Pendant ce temps, les experts continuaient d'examiner chaque millimètre de sa maison, cherchant la moindre trace de la présence de Josh. C'était extrêmement difficile à faire. Ils devaient collecter pratiquement chaque cheveu du sol de la maison de Mindy, puis l'examiner en laboratoire. Cela a pris des mois, mais ils ont finalement pu trouver un cheveu qui appartenait à Josh. Cela a été confirmé par des tests ADN et les détectives avaient maintenant la preuve de la présence du suspect dans la maison de la victime. Le 18 mai 2008, 10 mois après le meurtre, il a enfin été inculpé et traduit en justice. Pendant qu'il rassemblait des témoins pour témoigner contre Josh, une situation intéressante s'est produite. Son ex-petite amie Lisa, qu'il avait identifiée sur une photo près d'un distributeur automatique, a refusé de témoigner devant le tribunal. Elle rendait régulièrement visite à son ex-petite amie en prison et à un moment donné, le couple a annoncé son intention de se marier. Les enquêteurs ont été choqués par ce tournant des événements, mais ils ont rapidement compris ce qui se cachait derrière cette décision. La Constitution américaine permet aux proches de ne pas témoigner les uns contre les autres et, très probablement, Josh a convaincu Lisa de l'épouser pour ces raisons. Il y avait cependant un problème. Peu de temps après que le mariage a été consommé, il a été déclaré nul et non avenu car la loi de l'État interdisait les mariages avec des détenus. Mais les enquêteurs se demandaient pourquoi Josh était si déterminé à protéger Lisa des interrogatoires et des témoignages. Était-ce vraiment à cause d'une simple photo prise devant un distributeur automatique où on ne pouvait même pas voir son visage? Il est fort probable que la jeune femme en savait beaucoup plus. Les enquêteurs ont essayé de la faire parler, mais ils n'ont pas réussi au début. Cependant, à un certain moment, Lisa les a contactés elle-même et a déclaré que Josh lui avait avoué le meurtre lors d'une de ses visites en prison. Selon son récit, il y avait une fête chez lui le vendredi soir. Josh, qui n'avait aucun moyen de subsistance, a décidé de se faufiler dans la maison voisine et de voler quelque chose. Cette maison s'est avérée être celle de Mindy. Josh a ouvert la porte de la maison et a commencé à fouiller à la recherche d'objets de valeur. À un moment donné, Mindy est entrée dans la pièce et il a immédiatement réalisé que s'il la laissait vivre maintenant, il ne pourrait pas échapper à la prison. Il ne voulait pas y retourner, alors il a attrapé la femme, l'a emmenée dans la salle de bain et lui a attaché les mains. Le coupable est ensuite retourné chez lui pour prendre une arme, en prenant quelques objets utiles pour l'enlèvement. Avant de retourner chez Mindy, il a mis des sacs sur ses jambes et les a fixés avec du ruban adhésif pour ne laisser aucune trace. Il a ensuite emmené la femme dans le garage, l'a mise dans sa propre voiture et a quitté la ville. Après 1 heure de route, il s'est arrêté dans une zone boisée et a éloigné Mindy de la route, où il l'a tuée. Josh est ensuite retourné chez elle, a nettoyé, passé l'aspirateur sur le tapis et est parti. Le procès n'a pas commencé avant le printemps 2009. L'accusation avait proposé à Josh un accord. Il avouerait le meurtre de Mindy et d'une autre femme, 7 ans plus tôt, en échange de l'abandon de la peine de mort. Les autorités espéraient ainsi résoudre 2 affaires très médiatisées d'un seul coup, et Josh a accepté. En conséquence,
Il a été condamné à 99 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de la lecture de la peine, Josh a pleuré, mais à un moment donné, les choses ont dégénéré. Lorsque le juge l'a traité de lâche pour avoir ôté la vie à 2 femmes, le criminel s'est levé et a crié « Et les hommes que j'ai tués ?» À ce moment-là, ses avocats l'ont attrapé et l'ont fait taire avant qu'il ne puisse dire autre chose. Ce cri a occupé les enquêteurs pendant 5 longues années jusqu'en 2014, date à laquelle Josh lui-même a proposé aux autorités un nouvel accord. Il a accepté d'avouer les meurtres de 3 hommes s'il était transféré d'une prison locale à une prison fédérale. Apparemment, les conditions y étaient bien meilleures. Compte tenu de la demande insignifiante du criminel, les autorités ont accepté. Josh a affirmé avoir tué un homme à Anchorage en 1994, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a commis le meurtre suivant en 1999, et il a tué le 3e homme un an plus tard, le même jour où il a massacré la femme. Les 2 premiers hommes ont été identifiés, mais l'identité du 3e est encore un mystère. Les enquêteurs ne doutent pas que Josh était effectivement impliqué dans les meurtres. Ils sont plus préoccupés par une autre question: s'il n'y a pas d'autres crimes à son actif, dont il se tait. En tout cas, la police est parvenue à l'isoler définitivement de la société et à empêcher d'autres meurtres qui auraient certainement suivi. Donnez votre avis sur cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée.